Voilà, bonsoir. Voilà, donc nous allons parler de cette question. Dire que je suis un expert, c'est beaucoup dire. J'essaie de faire ce que je peux pour comprendre cette réalité. Donc cette réalité de l'islam à Bruxelles. Et je vous dirai quelque chose à partir de ce livre que j'ai écrit, L'Iris et le croissant. Livre que je ne vous conseille pas d'acheter parce que l'éditeur a mis un prix trop cher. Achetez plutôt l'e-book si vous voulez, parce que c'est tout à fait scandaleux. Alors, en parlant de Bruxelles, Bruxelles qui a une dimension certainement multiculturelle, mais aussi multiconvictionnelle, selon la terminologie qu'on utilise aujourd'hui, et également qui a cette dimension religieuse musulmane, comme d'ailleurs beaucoup de villes européennes, comme de nombreuses villes européennes. Alors tout d'abord, en premier regard, une question, bien vous le savez mieux que moi, Bruxelles est une réalité déjà structurellement multiculturelle, moitié de la population bruxelloise est née hors Bruxelles, voire hors Belgique, et au sein de celle-ci, quelques 250 000 personnes sont originaires, vous voyez la périphrase que j'utilise, originaires directement ou par ascendance familiale d'un pays musulman. Une partie sont nées ici, c'est la partie assurée, et une partie sont nées dans un pays hors Belgique. Alors, la question est de savoir, mais est-ce que ces personnes, que d'habitude on dit musulmanes, est-ce que ces personnes sont toutes religieusement identifiables et auto-identifiées religieusement comme musulmanes? Mais non, tout à fait. Donc ça, c'est une bataille que je mène avec les médias, essayant de leur dire, mais non, ne continuez pas à répéter qu'en Belgique, il y a 600 000 musulmans religieux. Non, il y a une partie d'entre eux qui sont agnostiques, athées, une autre partie sont des agnostiques pratiques, des indifférents, ou autre chose. Et puis alors, il y a toute une partie qui sont des croyants plus ou moins pratiquants, des croyants pratiquants réguliers ou organisés. Voilà, je donne là des ordres de grandeur. Il n'y a pas d'enquête approfondie qui serait trop coûteuse et impossible à faire. Mais en gros, je dirais que la moitié de ces 250 000 personnes, plus il faudrait ajouter les convertis, sont, je dirais, religieusement actifs. Donc on parle de 125 000 personnes de musulmans religieux. Et c'est bien de ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui, en sachant qu'il y a des frontières poreuses entre l'une ou l'autre dimension. Mais en gros, on parlera de cela. Alors, quand je dis musulmans religieux, c'est probablement pas ici que je dois le dire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous conservateurs, fondamentalistes, islamistes, terroristes, djihadistes, etc., etc. Je ne parle pas seulement non plus des imams et des oulémas, mais je parle en termes d'une sociologie des religions, de personnes plus ou moins croyantes, plus ou moins cohérentes avec leurs croyances, plus ou moins observantes des préceptes des interdits de l'islam, certaines actives dans la vie associative et parmi lesquelles il y a des visions différentes de l'islam. Et c'est un peu de cela qu'on va parler dans ces quelques minutes qui suivent. Alors, j'ai voulu dans ce livre et dans la recherche qui l'a précédé, qui a duré quand même pas mal de mois, c'est l'avantage d'être émérite, donc pensionné, donc avoir du temps, et donc voilà. Et en faisant cette recherche, je me suis dit, mais pourquoi les chercheurs évitent d'en parler? Pourquoi toutes les publications sur Bruxelles ignorent cette dimension religieuse, à quelques rares exceptions près? Alors, est-ce qu'ils font comme les singes du sage bouddhiste, qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne veulent pas parler? Mais alors, le problème, c'est que le sage bouddhiste ne disait pas seulement ça. Il dit, je ne veux pas voir le mal, je ne veux pas entendre le mal, je ne veux pas parler du mal. Mais est-ce que alors les chercheurs suivaient cette sagesse bouddhiste? Ou bien ça a été de l'indifférence, ou bien de la méconnaissance des chercheurs? Mais alors, silence des chercheurs, alors que, ça ne bouge plus, alors que, voyez, la sagesse du chercheur a bloqué l'affaire. Au secours. Non, parce que je voulais faire mon petit coup avec l'image qui suit, et voilà. Alors que les médias et les politiques en parlent tout le temps, et en parlent à tort, et j'oserais dire à travers. Et alors que, donc, il y a là un contraste entre le silence des chercheurs et le vacarme médiatico-politique autour de ces questions. Alors que, au-delà du vacarme, cette dimension religieuse est désormais une composante fondamentale, importante,
des citoyens, d'une partie des citoyens bruxellois, parce qu'elle construit des identités, des orientations de vie, et elle structure les relations entre citoyens bruxellois, musulmans et non musulmans. Donc voilà. Et est-ce qu'à ce propos, les sciences humaines n'ont pas un apport de connaissances, à condition qu'elles fassent leur métier, c'est-à-dire le travail analytique, avec du travail empirique, une connaissance approfondie, et en évitant ces préjugements qui sont cette double position que je qualifie rapidement du bonisme ou du mauvisme, ceux qui disent que c'est mauvais, la présence de l'islam, ou que c'est bon parce que c'est le multiculturalisme, etc. Donc je me dis, il y a un rôle des sciences humaines. Ceci dit, Bruxelles sous l'angle de la ville religieusement musulmane, juste pour voir cette réalité qui pointe et que parfois on ne voit pas. Mosquées, salles de prière, centres culturels, écoles musulmanes, librairies islamiques, etc., etc. Bon, alors, quelques aspects de ce livre. Premier, l'aspect organisé. J'ai essayé de dénombrer les organisations musulmanes. Il y en a quand même 203 et certainement plus d'organisations spécifiquement religieuses. Des organisations de culte, mosquées et salles de prière, 77, des associations culturelles spécifiquement qui ont dans leurs objectifs une spécificité religieuse, des instances éducatives, l'école gardienne, école primaire, école secondaire, des facultés entre guillemets de théologie islamique, des librairies et maisons d'édition et des sites web. C'est quand même un ensemble qui n'est pas rien, qui est, voilà, j'oserais dire, est un des ensembles, à part les clubs sportifs, un des ensembles plus denses, associatifs plus denses de Bruxelles, qui se fondent sur des permanents, 150, les enseignants de religion islamique qui sont en nombre considérable, dont une partie s'active également, et une dose importante de volontariat. On est devant là une structuration, une réalité structurée. Les musulmans se sont donné un cadre structuré assez important. Alors, une simple remarque, cet ensemble organisé est en effet assez clivé par les nationalités d'origine. Il y a des mosquées turques, des mosquées marocaines, des associations turques, marocaines, pakistanaises, etc., etc. Donc il reste ces clivages nationaux d'origine, renforcés d'une part par les États d'origine qui essayent de continuer, c'est une logique courante dans les migrations, continuer cette emprise, et qu'ici elle acquiert des enjeux beaucoup plus importants que dans les migrations habituelles, et où peut-être le pouvoir public belge renforce également cela. Alors, cet ensemble organisé est différencié aussi par des visions de l'islam assez significatives. Tout d'abord, une remarque. Voilà, j'ai mis là individualisation. Quand je parle des organisations, il ne faudrait pas croire que ces organisations encadrent de manière quasi militaire et rigide les populations musulmanes. C'est parfois une impression que l'on a, parce que, entre autres, dans la jeunesse, il y a des processus d'individualisation en cours qui sont analogues à toute la jeunesse, donc des processus dans lesquels les adhésions sont des adhésions tout à fait relatives et tout à fait parfois à la carte. Alors, attendez, je vais dans l'autre sens. Alors, tout d'abord, il y a quelques organisations chiites et la majorité, comme d'ailleurs ça restitue un peu les équilibres qu'il y a dans l'ensemble du monde musulman, la majorité, ce sont des organisations sunnites. Certaines relèvent d'un islam mystique, le fameux confrérisme, soufisme musulman. D'autres sont des adhésions de type populaire, maintenant ce sont les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, ou bien des organisations plus traditionnelles et plus piétistes. Et puis il y a un ensemble d'organisations, celles qui relèvent de l'islam politique, que ce soit du côté plutôt arabe, disons, la mouvance des frères musulmans, du côté turc, l'équivalent, les Miligorush ou d'autres, les anciens opposants à l'État turc, quand l'État turc était plus marqué par la laïcité, maintenant cette opposition n'a plus beaucoup de sens, mais ici ils sont bien marqués. Et puis alors il y a l'ensemble des organisations, vous voyez le cercle est plus grand, qui sont apparues à la fin des années 90, qui sont les organisations de mouvements salafistes ou néo-salafistes, qui est, en gros et pour faire vite, c'est la version renouvelée et modernisée du wahhabisme saoudien, qui s'est implanté en Belgique
entre autres par des jeunes d'ici qui sont allés étudier en Arabie Saoudite et sont revenus en se faisant leader de ce mouvement. Et puis il y a un mouvement ou des organisations, mais alors là c'est plutôt des individus. Vous voyez que je suis en léger pour marquer le fait que ce sont plutôt des individus d'un islam réformateur, d'un islam porteur d'un discours de renouveau, dans le sens d'un renouveau de l'interprétation. Donc nous sommes là devant ce paysage complexe qui fait que loin de l'image qu'on en a, l'islam apparaît fortement unifié par une foi commune, par une croyance commune, qui est vraiment l'élément solide, mais en même temps fort différencié en son sein et fort en recherche et en changement. L'islam est profondément en changement dans l'espace européen en général et en Belgique en plus. Puis il y a le petit noyau radical, que ce soit de matrice salafiste ou de matrice politique, et récemment, depuis 4 ou 5 ans, apparaît un noyau que j'appelle l'identitariste, sur lequel il faudrait commencer à creuser, dans lequel une forte identité oppositionnelle à l'espace à l'espace occidental ou à l'espace belge, croise des discours religieux. Très bien. Ceci au niveau organisationnel, mais alors qu'en est-il du vécu? Est-ce que ces musulmans se disent bruxellois, se sentent bruxellois? Là aussi, il y a des attitudes différentes. D'abord, il faudrait décliner la chose au masculin et au féminin parce qu'il y a peut-être des différences d'attitudes non généralisables, mais qu'elles pourraient apparaître. Alors là, une typologie, vous savez, les sociologues aiment bien ramener tout ça à des grands types, juste pour mettre un peu d'ordre. Il y a des gens nostalgiques du pays d'origine, il y a des gens qui s'ancrent de manière locale, il y a des populations. Et ça me frappe surtout ça m'a frappé surtout au sein de la population turque implantée ici, mais toujours avec des fortes connexions avec la Turquie. Il y a des internationalistes pour lesquels l'espace dans lequel ils vivent n'est qu'une plateforme d'atterrissage pour une action plus large. Et puis il y a des populations en marche. Mais ce qui m'a frappé, c'est une grande partie de la jeunesse, cette aisance avec laquelle ils se disent vigoureusement, que ce soit des jeunes femmes au foulard, comme on le dit pour les caractériser, ou des jeunes hommes, mais moi je suis très bien dans ma double appartenance, dans mon identité à la fois bruxelloise, Bruxelles qu'ils connaissent et dans lequel ils circulent, et mon identité islamique. Souvent on dit la deuxième génération est assise entre deux chaises, eh bien ils disent moi je suis très bien assise ou assis entre deux chaises et cela me convient très bien. Alors tout le monde se dit au regard des médias, et la grande accusation de tout le monde est à l'égard de ces médias qu'ils accusent de malveillance, qu'ils accusent de généralisation. Autrement dit, leur identité se vit dans le miroir des médias, à tort ou à raison. Ils parlent de malveillance, moi je pense surtout qu'il y a de la méconnaissance. Je dois vous dire que, j'ai encore 49 secondes, je dois vous dire que à la fin de cette recherche, j'avais un certain stress, j'avais une certaine inquiétude, probablement à tort, probablement exagérée, mais je vous le restitue tel qu'elle est là, dans ce que j'appelle là les 5 fractures de la ville où les religieux s'en mêlent. Alors, première fracture, c'est clair que les populations musulmanes, à droite, appartiennent à la ville, entre guillemets, populaire, en partie marginalisée, économiquement et politiquement, face à laquelle l'autre partie de la ville, c'est celle qui a plus de richesse, plus de pouvoir, plus mondialisée. D'où ce sentiment, ce contraste, cette opposition autour d'une distance sociale, d'une injustice. Je pense que là, pour Bruxelles, est particulière. Vous êtes en train d'envisager de faire la même chose en Wallonie. Je pense qu'en Wallonie, il y a moins de distance sociale entre populations musulmanes et non musulmanes. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, eh bien, tout d'abord, une ville qui regarde à elle-même, à l'Europe, au point de vue occidental, et qui se regarde avec le point de vue occidental, et une ville qui regarde avec le point de vue musulman, 2 regards, 2 appartenances, 2 visions cosmopolitiques différentes. On le sent bien sur une série d'enjeux qui concernent le Moyen-Orient ou la Palestine, mais aussi en général, il y a 2 visions différentes, il y a là une divergence. Une ville jeune, à dominante, et une ville âgée à dominante. Donc écart d'âge, rapport faible entre génération jeune musulmane et génération jeune non musulmane. Une ville, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose de mon dessin là, une ville
où ces différences s'ancrent sur des territoires. S'ancrent sur des territoires relativement séparés, relativement divisés. Et une ville, enfin, dans laquelle il y a une partie dans laquelle la croyance, la foi a du sens, fait sens, est significative, et l'autre ville, athée, plutôt agnostique, plutôt indifférente aux religieux, d'où méconnaissance, d'où incompréhension. On a beaucoup des exemples là. Et question pour terminer, mais est-ce qu'une ville peut... On sait que toute ville est différenciée, toute ville est clivée, bien sûr, hein, toute ville est conflictuelle. Mais est-ce qu'une ville qui voit se cumuler de tels clivages au point de devenir des fossés, surtout que ces clivages concernent une population, une jeunesse aussi importante statistiquement, est-ce qu'elle peut vivre avec ces clivages? Et alors j'aurais envie de dire, mais quand les Bruxellois musulmans et non musulmans prendront conscience des enjeux, quand se réveilleront-ils? Parce que s'ils ne se réveilleront pas, c'est les extrêmes de deux côtés qui donnent l'agenda de devenir bruxellois. Et ça, le sentiment que j'ai eu après cette recherche, probablement tout à fait faux, et je vous souhaite une bonne soirée.